Je ne pense pas qu'ils viennent. Un roman d'amour écrit par Geneviève de Fontaine, une histoire pour apprendre le français. Bonjour et bienvenue dans cette petite histoire d'amour et de grammaire. Je ne pense pas qu'ils viennent est une douce romance parisienne créée spécialement pour les apprenants de français qui souhaitent maîtriser l'un des aspects les plus délicats de la langue, le subjonctif. Le subjonctif est souvent perçu comme difficile car il exprime des sentiments, des doutes, des souhaits, tout ce qui n'est pas certain. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'est une histoire d'amour? Un mélange d'espoir, d'incertitude, de désir et de possibilités. Dans cette histoire, vous suivrez Alice qui attend un rendez-vous arrangé par son ami. Ses émotions, doute, espoir, crainte, créent le contexte parfait pour explorer le subjonctif de manière naturelle et mémorable. Au début de chaque chapitre, vous trouverez des expressions clés au subjonctif avec leur traduction. Ces phrases reviendront dans l'histoire, vous permettant de les voir en contexte et de comprendre intuitivement quand et comment utiliser ce mode verbal. N'hésitez pas à lire l'histoire plusieurs fois. La première fois, pour le plaisir de découvrir ce qui arrive à Alice et Thomas, et les fois suivantes, pour prêter attention aux structures grammaticales, vous verrez que le subjonctif deviendra progressivement votre ami, et non plus cet ennemi mystérieux qui vous donne des maux de tête. Alors, détendez-vous dans un café parisien imaginaire, commandez un café crème et plongez dans cette rencontre où les malentendus, les espoirs et les émotions s'expriment tous. Au subjonctif, bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. L'invitation. Non, Sophie, absolument pas. Alice secoue la tête, ses cheveux bruns encadrant son visage déterminé. Les deux amies sont assises à la terrasse du Café des Artistes, un petit établissement charmant dans le 6e arrondissement de Paris. La pluie fine de novembre tombe doucement, mais elles sont bien à l'abri sous l'auvent rouge. « Allez, Alice !» insiste Sophie en ajoutant un sucre à son café. « Je veux que tu y ailles. C'est juste un rendez-vous. » « Un rendez-vous à l'aveugle ?» corrige Alice. « Avec un homme que je n'ai jamais rencontré et dont je n'ai même pas vu de photo. »« C'est ça la magie !» s'exclame Sophie avec enthousiasme. « L'amour au premier regard. Sans préjugés, sans attente basée sur une simple image. » Alice lève les yeux au ciel. « Tu es impossible. Et Marceau est parfait pour toi. Il est intelligent, drôle et il est professeur de littérature. Vous pourrez parler de livres pendant des heures. » Alice soupire et regarde les passants qui se dépêchent, sous la pluie, parapluie en main. « Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de rendez-vous. Je ne sais même plus comment faire. »« Il faut que tu sois plus optimiste, » dit Sophie en prenant la main d'Alice. « Tu restes toujours dans ta bibliothèque avec tes livres. Il est temps de tourner la page, littéralement. » Alice ne peut s'empêcher de sourire à ce jeu de mots. « Et s'il est horrible ?»« J'espère qu'il soit gentil et attentionné, » répond Sophie. « Je ne t'aurais pas arrangé ce rendez-vous si je n'étais pas certaine que vous êtes compatibles. » Alice prend une gorgée de son thé à la menthe. Elle doit admettre que Sophie la connaît bien. Ses précédentes suggestions d'amis n'étaient au pas mauvaises, même si aucune relation n'a duré. « Bien que tu détestes les surprises, je pense que celle-ci te plaira, » ajoute Sophie avec un sourire encourageant. « D'accord » cède finalement Alice. « À condition que tu essaies de me donner plus d'informations sur lui. À quoi ressemble-t-il au moins ?» Sophie secoue la tête fermement. « Non, non, non ! Pas de photos, pas de description détaillée. Je veux que ce soit une vraie rencontre,
pas un entretien d'embauche. Tu sauras qui il est quand tu le verras. Comment? Il portera une rose rouge entre les dents? Demande Alice sarcastiquement. Sophie rit. Non, mais il t'attendra au bar des philosophes. Tu verras, ce sera évident. Quand? Demande Alice, se résignant à son sort. Sophie applaudit, excitée par sa victoire. Demain soir, au bar des philosophes près de la Sorbonne, à 19h. Il t'attendra. Sitôt, je travaille jusqu'à 18h30 à la bibliothèque. C'est parfait, tu auras le temps d'y arriver. La ponctualité est importante pour une première impression. Alice hoche la tête et sort son téléphone pour noter le rendez-vous dans son calendrier. Elle inscrit rapidement « Rendez-vous, bar des philosophes » et range son téléphone. « J'ai besoin que tu me promettes une chose, » dit Alice sérieusement. « Quoi ? » « Reste disponible sur ton téléphone, au cas où je dois m'échapper rapidement. » Sophie rit. « Promis. Mais je doute que tu veuilles t'échapper. » Elles finissent leur boisson et Sophie change de sujet pour parler de son travail, mais l'esprit d'Alice est ailleurs. Elle pense à demain soir, à cet homme mystérieux nommé Marceau et à toutes les choses qui pourraient aller mal. Ou peut-être, juste peut-être, à celles qui pourraient aller bien. Chapitre 2. Préparatifs. Alice regarde l'horloge de la bibliothèque et soupire. Un professeur l'a retenue avec des questions sur une collection rare et maintenant elle se sent pressée. « Je voudrais qu'il me trouve jolie, mais je n'aurai même pas le temps de me préparer correctement, » murmure-t-elle en rangeant rapidement ses affaires. Elle attrape son manteau et son sac, puis se précipite vers la sortie. Au moins, son appartement n'est pas loin, à peine 10 minutes à pied. Dans la rue, marchant aussi vite que ses bottines le permettent, elle sent une nervosité grandissante. Ce rendez-vous arrangé par Sophie, est-ce vraiment une bonne idée? Elle n'a même pas vu de photo de ce Marceau. Comment va-t-elle le reconnaître? Je doute que ça marche, comme toujours, pense-t-elle en montant les escaliers de son immeuble. Une fois dans son petit appartement, Alice se précipite dans la salle de bain. Elle se rafraîchit le visage, remet un peu de mascara et de rouge à lèvres, pas le temps pour un maquillage complet. « Il est possible que je sois en retard », dit-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. Elle grimace et se dépêche encore plus. Alice ouvre son armoire en grand et en sort une robe bleue à petites fleurs, celle que Sophie lui recommande toujours pour les rendez-vous. Elle l'enfile rapidement, ajuste ses cheveux et se regarde une dernière fois dans le miroir. « Ça ira », décide-t-elle, sans que je paraisse trop apprêtée, mais assez soignée pour un premier rendez-vous. Elle attrape son sac, vérifie qu'elle a son téléphone et son porte-monnaie et sort en coup de vent. Le téléphone vibre dans sa main, probablement Sophie qui veut savoir comment se passe la préparation, mais Alice n'a pas le temps de répondre. Elle le glisse dans son sac sans regarder le message. Dans le métro, Alice essaie de calmer sa nervosité. Elle répète mentalement des sujets de conversation possibles. Livres, films, musique, les bases. Elle espère que ce Marceau ne sera pas un de ces hommes qui parlent uniquement d'eux-mêmes. Pourvu qu'il ne soit pas déçu en me voyant, pense-t-elle. Elle sort de la station Saint-Michel. Le bar des philosophes est à 2 minutes à pied. Alice prend une profonde respiration pour se calmer. Elle a l'impression d'être un peu pressée par le temps, mais c'est normal. Les rendez-vous la rendent toujours nerveuse. Elle s'arrête un moment devant la vitrine d'une librairie pour vérifier son reflet une dernière fois et arrange une mèche de cheveux rebelle. « Tu peux le faire, » se dit-elle. « Ce n'est qu'un café. S'il est horrible, tu peux toujours partir. » Alice prend une profonde respiration et marche vers le bar, espérant que Marceau sera aussi charmant que Sophie l'a décrit.
Chapitre 3. Le rendez-vous commence mal. Le bar des philosophes est exactement comme Alice l'avait imaginé. Murs en pierre, étagères remplies de livres et lumière tamisée. Quelques étudiants discutent autour de tables en bois, des verres de vin devant eux. Alice entre et regarde autour d'elle, cherchant un homme seul qui pourrait être Marceau. Elle scrute chaque table, chaque visage, mais aucun homme seul ne semble attendre quelqu'un. « Bonjour, madame, » dit le serveur. « Une table pour une personne ?»« Je ne sais pas. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Est-ce qu'un homme est venu demander après moi ?»« Alice ?» Le serveur secoue la tête. « Non, personne n'a demandé après une Alice. Vous voulez une table en attendant ?»« Oui, merci. » Alice s'assoit à une petite table près de la fenêtre où elle peut voir la porte d'entrée. Elle commande un verre de vin blanc et observe les clients du bar. Un couple âgé près de la fenêtre, un groupe d'étudiants dans le coin, 2 femmes en pleine conversation animée, et un homme seul au bar, brun, séduisant, qui lit un livre en sirotant un verre de vin rouge. Il ne semble pas attendre quelqu'un, il est complètement absorbé par sa lecture. Le temps passe. Alice commence à s'impatienter. Elle envoie un message à Sophie. « Je suis arrivée. Lui, non. Attends toujours. » Pas de réponse. Sophie doit être au cinéma, comme elle l'avait dit. Alice prend une gorgée de son vin et regarde par la fenêtre les passants qui se dépêchent dans la nuit parisienne, certains sous des parapluies car la pluie a recommencé. Alors qu'elle attend, son verre se vide lentement. Son impatience se transforme en inquiétude, puis en déception. Toujours pas de signe de Marceau. Elle essaie d'appeler Sophie, mais l'appel va directement sur la messagerie. « Je ne pense pas qu'il vienne », murmure-t-elle pour elle-même, découragée. Elle jette un autre coup d'œil au bar. L'homme avec le livre est toujours là. Il tourne une page, concentré. Il a l'air calme, à l'aise dans sa solitude. « Il faut que je garde mon calme », se dit-elle. Il y a peut-être une bonne explication. Mais en réalité, elle commence à sentir ce mélange familier de déception et d'embarras. Être assise seule dans un bar, attendant quelqu'un qui ne vient pas, c'est humiliant. Le serveur lui lance des regards compatissants. Il a probablement déjà vu cette scène des dizaines de fois. Elle tente d'envoyer un autre message à Sophie. « Bien qu'il ait confirmé selon toi, il n'est pas là. Je vais bientôt partir. » Alice finit son vin et commence à rassembler ses affaires. Une chaleur désagréable lui monte aux joues. C'était une erreur. Sophie avait tort. Elle aurait dû rester chez elle avec un bon livre plutôt que de s'exposer à une autre déception. À moins qu'il soit en retard pour une raison valable, pense-t-elle. Mais même cette possibilité semble s'estomper avec chaque minute qui passe. Elle fait signe au serveur pour demander l'addition. « Votre ami ne viendra pas ?» demande-t-il gentiment. « Apparemment non », répond Alice avec un sourire forcé. « Je suis désolée, » dit-il sincèrement. « Le premier verre est offert par la maison. »« Merci, c'est gentil. » Alice regarde une dernière fois autour d'elle. Son regard s'arrête brièvement sur l'homme au bar avec son livre. Il lève les yeux à ce moment précis et leurs regards se croisent un instant. Il lui offre un sourire poli avant de retourner à sa lecture. Alice hésite. Une partie d'elle veut juste rentrer chez elle et oublier cette soirée. Mais une autre partie, peut-être la partie qui lit trop de romans, est curieuse à propos de cet homme calme au bar. Avant qu'il n'arrive, si jamais il arrive, je pourrais prendre un autre verre, pense-t-elle. Elle change d'avis et dit au serveur « Finalement, je vais prendre un autre verre, au bar cette fois. » Elle prend son sac et se dirige vers le bar, s'installant à quelques tabourets de l'homme au livre. Il est temps de sauver cette soirée, avec ou sans Marceau. Chapitre 4. La rencontre inattendue.
Alice s'installe au bar et commande un deuxième verre de vin blanc. Du coin de l'œil, elle observe l'homme au livre. Il porte une chemise bleue bien repassée et des lunettes de lecture qui lui donnent un air intellectuel sans être prétentieux. Pourvu qu'il reste encore un peu, pense-t-elle, sans trop savoir pourquoi cet étranger l'intrigue tant. Le barman apporte son verre. Alice en prend une gorgée, puis jette un coup d'œil au livre que l'homme lit. C'est un volume ancien de Proust, littérature classique française. Intéressant. Après quelques minutes d'hésitation et peut-être encouragée par le vin, Alice se tourne vers lui. « Excusez-moi, » dit-elle. « Je ne crois pas qu'on se connaisse, mais je suis bibliothécaire, et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous lisez Proust. » L'homme lève les yeux, surpris, mais pas contrarié par l'interruption. Il a des yeux bruns chaleureux et un sourire facile. « En effet, à la recherche du temps perdu, » répond-il en montrant la couverture. « Vous aimez Proust ?»« J'adore, même si c'est parfois un défi. » Ces phrases interminables, qui capturent parfaitement le flux de la conscience, complète-t-il. Ils échangent un sourire de compréhension partagée. Je buvais seul jusqu'à ce que vous arriviez. Une soirée plutôt décevante pour être honnête. « Oh » demande Alice curieuse. « J'attendais quelqu'un qui n'est jamais venu. »« Quelle coïncidence » répond Alice en riant légèrement. « Moi aussi. »« On dirait que nous sommes deux âmes à abandonner ce soir, » dit l'homme avec un sourire ironique. « Mais la soirée s'améliore. » Il ferme son livre et le pose sur le comptoir. « Dans quelle bibliothèque travaillez-vous » demande-t-il. « La bibliothèque Sainte-Geneviève. »« Et vous, que faites-vous quand vous ne lisez pas Proust au bar ?»« Je suis professeur de littérature française à la Sorbonne. » Alice s'intéresse sincèrement. « Quels auteurs enseignez-vous » ? « J'ai un faible pour les modernistes, mais j'enseigne tout, de Molière à Modiano. » La conversation coule facilement. Ils parlent de livres, bien sûr, mais aussi de films, de musique, de leur quartier préféré à Paris. Alice oublie presque qu'elle était censée rencontrer quelqu'un d'autre ce soir. « Je peux vous poser une question sans que je vous dérange » demande l'homme après un moment. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait venir me parler ? Il y a beaucoup d'autres personnes dans ce bar. » Alice réfléchit. « Votre livre, principalement. Et peut-être le fait que vous sembliez content d'être seul. C'est rare. La plupart des gens détestent être seuls en public. Je trouve souvent la solitude reposante. Mais pas toujours. Il se peut que j'attende quelqu'un, même quand je prétends le contraire. » Il y a quelque chose dans sa façon de la regarder qui fait battre le cœur d'Alice un peu plus vite. « Et vous, Alice ? Qui vous a posé un lapin ce soir ? » Un rendez-vous arrangé par ma meilleure amie, un homme que je n'ai jamais rencontré. « Ah, les amis qui jouent à les entremetteurs » dit-il en riant. « Ils sont convaincus de mieux savoir que nous ce qui nous convient. »« Exactement » s'exclame Alice. « Sophie était tellement sûre que ce serait parfait. »« Sophie ?» répète-t-il, une expression étrange traversant son visage. « Oui, ma meilleure amie. Vous connaissez une Sophie ?» Il la regarde attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Votre Sophie, ce ne serait pas Sophie Moreau par hasard ?» Les yeux d'Alice s'écarquillèrent de surprise. « Si, c'est elle. Comment le savez-vous » Il semble soudain amusé et légèrement incrédule. « Vous attendiez un rendez-vous arrangé par Sophie ce soir ?»« Oui, » répond-elle lentement, commençant à comprendre. « Ne me dites pas que… » J'avais également un rendez-vous arrangé par Sophie ce soir, dit l'homme, avec une bibliothécaire nommée Alice. Je suis Marceau. Chapitre 5. La conversation profonde,
Attendez, dit Alice stupéfaite. Vous êtes Marceau? Celui que j'étais censé rencontrer ce soir? Et vous êtes Alice, répond Marceau tout aussi surpris. Incroyable. Ils se regardent un moment, puis éclatent de rire simultanément. Mais c'est impossible, dit Alice en secouant la tête. J'étais là, je vous attendais, et vous étiez déjà là. À quelle heure êtes-vous arrivé? Demande Marceau. Il y a environ 1 heure. Marceau fronce les sourcils. J'étais ici depuis 19 heures. Le rendez-vous était à 19 heures, non? Alice le regarde confuse. 19 heures? Répète-t-elle. C'est ce que Sophie vous a dit? Oui, c'est ce que nous avions convenu. Je pensais que c'était plus tard, dit-elle embarrassée. Je ne me souviens pas avoir noté l'heure. Le barman, qui a observé leur réaction, s'approche avec un sourire. Alors c'était ça, dit-il. J'ai vu monsieur attendre pendant presque 1 heure, puis abandonner. Et puis vous êtes arrivé juste après. Autre chose à boire pour célébrer vos retrouvailles? Ajoute-t-il. 2 verres de champagne, commande Marceau. Il me semble que c'est approprié. Quand le barman s'éloigne, Marceau secoue la tête, amusé. C'est incroyable. J'étais ici depuis 19 heures, j'ai attendu jusqu'à 20 heures moins quart, convaincu que vous m'aviez posé un lapin. Et moi, je suis arrivé après, pensant que c'était vous qui n'étiez pas venu, répond Alice encore incrédule. Sophie va trouver ça hilarant, dit Alice. Elle avait raison finalement. À propos? Elle a dit que je te reconnaîtrais, que ce serait évident. Marceau sourit. Et était-ce évident? Pas tout de suite. Mais quelque chose m'a attiré vers toi. Le champagne arrive et ils trinquent à leur rencontre improbable. Puisque nous avons déjà passé l'étape des présentations maladroites, dit Marceau, peut-être pourrions-nous avoir une conversation plus réelle? Qu'entends-tu par réel? Pas les questions habituelles d'un premier rendez-vous. Quelque chose de plus profond. D'accord, accepte Alice. Commence. Marceau réfléchit un moment. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Pas dans un rendez-vous, mais dans la vie. Alice est surprise par la profondeur immédiate de la question. Elle prend une gorgée de champagne avant de répondre. Je veux que quelqu'un me comprenne, dit-elle finalement. Pas juste en surface. Vraiment comprendre qui je suis, ce qui me motive, ce qui me fait peur. Elle rougit légèrement, embarrassée par sa franchise. C'est probablement trop romanesque. Pas du tout, répond Marceau. C'est profondément humain. Et toi? Demande Alice. Que cherches-tu? Marceau joue avec son verre, réfléchissant. De l'authenticité, je suppose. Dans un monde de relations superficielles, je cherche quelque chose de vrai. Tu crois que ça existe? Je doute que le grand amour existe comme dans les livres, dit-il. Mais je cherche quand même. L'espoir est tenace. Je comprends, répond Alice. Bien que je ne croie pas aux contes de fées, j'espère toujours une connexion réelle. Ils continuent à parler, oubliant le temps qui passe. Ils quittent le bar pour s'installer à une table dans un coin plus calme. Leurs verres vides sont remplacés par des nouveaux, et une petite assiette de fromage et de pain se trouve entre eux. « Il faut que je sois honnête », dit Alice après un moment de silence confortable. « Je n'ai jamais eu de conversation aussi facile lors d'un premier rendez-vous. »« Moi non plus, » admet Marceau. « Peut-être parce que nous avons commencé sans les attentes habituelles. Tu m'as abordé simplement parce que je lisais Proust. Et parce que tu avais l'air intéressant, » ajoute Alice avec un sourire. « Vraiment ? » ?»« Oui, calme, concentré, pas comme quelqu'un qui cherche désespérément l'attention. Je pourrais dire la même chose de toi. Quand tu t'es approché, ce n'était pas avec l'énergie nerveuse d'un rendez-vous arrangé. C'était naturel.
Ils se regardent et Alice sent une chaleur qui n'est pas seulement due au vin ou au champagne. « Avant que vous ne partiez, » avait dit le serveur en leur apportant l'addition, « sachez que nous fermons dans 10 minutes. » Il ne s'était pas rendu compte qu'il était presque minuit. « La soirée est passée si vite, » dit Alice surprise. « Trop vite, » acquiesce Marceau. « Je ne suis pas prêt à dire au revoir. » Moi non plus. Il y a un petit restaurant près d'ici qui sert jusqu'à 1h du matin. Nous pourrions y aller ? J'aimerais beaucoup, répond Alice. Marceau paie l'addition malgré les protestations d'Alice. La prochaine fois, dit-il, ce sera ton tour. La prochaine fois. Ces 3 mots résonnent agréablement aux oreilles d'Alice. Il y aura une prochaine fois. Alors qu'ils se préparent à partir, Alice sort son téléphone et voit plusieurs messages non lus de Sophie, sortis du cinéma. Alors ? Comment ça se passe avec Marceau ? Alice ? Tu ne réponds pas parce que c'est génial ou horrible. Est-ce que tout va bien ? Réponds-moi. Alice sourit et montre les messages à Marceau. Que devrions-nous lui dire ? Demande-t-elle. Marceau réfléchit un moment, puis sourit malicieusement. Dis-lui simplement « Je ne pense plus qu'il ne vienne pas ». Alice rit et tape exactement cette phrase avant de ranger son téléphone. Elle va être complètement perplexe. « Bon », dit Marceau en lui tendant la main. « Prête pour la suite de notre soirée ?» Alice prend sa main, sentant une connexion qui va bien au-delà de ce simple contact physique. Absolument. Chapitre 6. La révélation. Ils sortent ensemble dans la nuit parisienne. La pluie s'est arrêtée, laissant les rues brillantes sous les lumières de la ville. L'air est frais, mais pas froid, parfait pour une promenade nocturne. « Le restaurant est par ici !» dit Marceau en guidant Alice à travers les petites rues du quartier latin. « C'est fou qu'on ne s'en soit pas rendu compte plus tôt !» dit Alice en marchant à côté de lui. « Si je n'étais pas venue te parler au bar, nous serions probablement rentrés chez nous séparément, convaincus que l'autre était impoli ou désintéressé. Et nous n'aurions jamais su que nous étions victimes d'un simple malentendu sur l'heure. » « Le destin avait d'autres plans ?» suggère Marceau avec un sourire. « Tu crois au destin ?» demande Alice curieuse. « Je suis surprise que tu sois du genre à croire au destin, » ajoute-t-elle. « Toi, le professeur rationnel. » Marceau réfléchit un moment. « Disons que je crois aux heureuses coïncidences, et celle-ci était particulièrement heureuse. » Ils arrivent devant un petit restaurant avec une façade ancienne et des rideaux rouges aux fenêtres. Une chaleur accueillante s'en dégage. « Voilà, c'est ici, » dit Marceau. « Le petit Verlaine, un secret bien gardé. » Ils entrent et sont accueillis par un serveur qui connaît visiblement Marceau. « Bonsoir, professeur !» s'exclame-t-il. « Une table pour 2 ce soir ?»« S'il vous plaît, Michel. » Le serveur les conduit à une table dans un coin intime, loin de la porte. Des bougies sur la table créent une atmosphère chaleureuse et romantique. « Ton restaurant habituel ?» demande Alice après qu'ils se soient assis. « J'habite dans le quartier, » répond Marceau. Et ils servent tard, ce qui est pratique pour un professeur qui corrige des copies jusqu'à des heures impossibles. Ils commandent du vin et des plats à partager, fromage, charcuterie, pain frais. La conversation reprend naturellement où elle s'était arrêtée au bar. « Quelle coïncidence que nous ayons tant en commun !» dit Alice après avoir découvert qu'ils adorent tous deux le même obscur poète belge. Sophie a bien fait son travail. Elle connaît bien ses amis, acquiesce Marceau. Même si sa méthode était un peu risquée, j'aurais pu partir plus tôt du bar. « Pourquoi es-tu restée ?» demande Alice, curieuse. Marceau semble réfléchir à sa réponse. « Pour être honnête,
J'étais déçue que tu ne viennes pas, plus que je ne l'aurais dû pour quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Sophie avait parlé de toi avec tant d'enthousiasme. Qu'avait-elle dit? Que tu étais passionnée, intelligente, et que tu avais un rire qui faisait oublier tous les problèmes. Alice rougit légèrement. Elle exagère toujours. Je ne crois pas qu'elle ait exagéré, dit doucement Marceau. Leurs regards se croisent dans la lumière tamisée et Alice sent son cœur battre un peu plus vite. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais trop directe, dit-elle, quand je suis venue te parler au bar. J'ai adoré ton approche, simple, sincère, pas de jeu. Les jeux sont épuisants, admet Alice. Avant que tu me juges, sache que je ne vais pas habituellement parler aux inconnus dans les bars. Je ne te juge pas du tout, répond Marceau. Au contraire, j'admire ton courage. Le vin arrive et ils trinquent à nouveau. À Sophie et sa mauvaise communication, propose Marceau. À la confusion des horaires, ajoute Alice en riant. Ils mangent, boivent et continuent à parler. Alice découvre que Marceau est né à Lyon, qu'il a un chat nommé Victor, d'après Hugo, qu'il joue du piano et qu'il collectionne les éditions anciennes de poésie française. Marceau apprend qu'Alice a grandi en Normandie, qu'elle écrit des nouvelles qu'elle n'a jamais publiées, qu'elle fait du yoga tous les matins et qu'elle rêve de créer un jour sa propre petite librairie spécialisée. Le temps passe et ils ne voient pas les heures s'écouler. Le restaurant se vide progressivement, mais ils restent absorbés dans leur conversation. Finalement, le serveur s'approche discrètement. « Désolé, professeur, mais nous fermons dans 15 minutes. » Il regarde de l'heure, stupéfait. Il est presque 1 heure du matin. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit si tard, » dit Alice. « Moi non plus, » répond Marceau. « Je pourrais te parler toute la nuit. » Il y a une chaleur dans sa voix qui fait frémir Alice. « Tu sais, » dit-elle doucement, « ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais cette soirée. » Moi non plus, c'est tellement mieux. Marceau paie l'addition, promettant à Alice que ce sera son tour la prochaine fois. Alors qu'il quitte le restaurant, il lui demande « Puis-je te raccompagner chez toi ?»« J'aimerais bien, » répond Alice. Ils marchent lentement dans les rues presque désertes de Paris, profitant de ce moment de calme dans la ville généralement si animée. Leurs mains se frôlent, puis se trouvent naturellement, doigts entrelacés comme s'ils avaient toujours été destinés à se tenir ainsi. Et à cet instant précis, les doutes d'Alice commencent à s'évanouir, remplacés par une certitude grandissante. Chapitre 7. Le choix. Ils arrivent devant l'immeuble d'Alice dans le 5e arrondissement. Les rues sont calmes, la nuit enveloppe Paris d'un silence paisible. Quelques fenêtres sont encore éclairées, mais la plupart sont sombres. Alice sort ses clés, mais ne se presse pas d'ouvrir la porte. Marceau se tient près d'elle, son visage partiellement éclairé par le lampadaire. « Je veux que cette soirée continue, » dit-il doucement, « mais je suppose qu'il est vraiment tard. » « Beaucoup trop tard, » acquiesce Alice avec un sourire. « Ou trop tôt, selon comment on voit les choses. » Ils se regardent, une tension douce et électrique entre eux. « Bien que ce soit étrange de dire ça après un seul rendez-vous, » dit Marceau, « j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » « Je ressens la même chose, » répond Alice. « C'est comme si on avait sauté toutes les étapes initiales maladroites. » Peut-être que le malentendu sur l'heure était une bénédiction déguisée. Alice rit doucement. « Je devrais remercier Sophie de ne pas avoir été plus claire. »« À propos de Sophie, » dit Marceau en sortant son téléphone. « Elle m'a envoyé 5 messages paniqués après ton message cryptique. » Il montre son écran à Alice. Le dernier message de Sophie dit « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle est venue ? Est-ce que vous êtes ensemble ?
Alice sort son propre téléphone et voit une série de messages similaires. « On devrait peut-être la rassurer ?» suggère-t-elle. « Je propose que nous lui envoyions une photo », dit Marceau avec un sourire espiègle. Il se place à côté d'Alice, leur tête proche, et prend un selfie d'eux devant l'immeuble d'Alice. Ils ont tous les deux l'air heureux, légèrement ébouriffés par le vent nocturne, leurs yeux brillants même dans la faible lumière. Marceau envoie la photo à Sophie avec un simple message « Rendez-vous réussi, juste avec un léger décalage horaire. »« Elle va être si contente d'avoir eu raison, » dit Alice. « Elle le mérite, » répond Marceau. « Sans son entêtement, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. » Un silence s'installe entre eux, pas inconfortable, mais chargé d'anticipation. « Il faut qu'on se revoie, » dit Alice, surprenant Marceau et elle-même par sa franchise. « Bientôt. »« Demain ?» suggère Marceau sans hésitation. « Il y a une exposition sur les manuscrits médiévaux à la Bibliothèque nationale. » Alice sourit largement. « Tu me proposes de passer notre deuxième rendez-vous dans une bibliothèque ? Trop cliché pour une bibliothécaire ? » « Non, c'est parfait, » répond-elle sincèrement. « J'adorerais. » « Et après, si tu veux, je connais un petit café qui sert le meilleur chocolat chaud de Paris. » « Tu essaies de m'impressionner avec des expositions de manuscrits et du chocolat chaud ?» taquine Alice. « Ça fonctionne ?» demande Marceau, un sourire dans les yeux. « Complètement. » Ils se regardent et Alice sent que le moment est venu pour un premier baiser. Mais une partie d'elle, la partie prudente, celle qui a été blessée auparavant, hésite encore. Marceau semble sentir son hésitation. « Si tu préfères attendre ?» commence-t-il. « Non, » l'interrompt doucement Alice. « C'est juste que tout cela semble presque trop parfait. Je me demande si demain, sans l'ambiance magique de cette nuit, tout sera différent. »« Demain sera différent, » dit Marceau. « Sans que rien ne change entre nous. Chaque jour est différent, Alice. C'est ce qui rend la vie intéressante. » Il prend délicatement sa main. « Je ne suis pas parfait. »« Tu n'es pas parfaite. Mais cette connexion entre nous, elle me semble assez spéciale pour être explorée jour après jour. » Ces paroles apaisent les doutes d'Alice. Elle fait un petit pas vers lui, comblant la distance entre eux. « Alors explorons, » murmure-t-elle. Marceau se penche lentement. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser doux, tendre, plein de promesses. Un baiser qui semble, à la fois, une fin parfaite pour cette soirée et un début merveilleux pour quelque chose de nouveau. Quand ils se séparent, Alice garde les yeux fermés un instant, savourant cette sensation. « Je devrais rentrer, » dit-elle finalement à regret. « Et je devrais te laisser rentrer, » répond Marceau. « Demain alors ? 14 heures devant la BNF. J'y serai. À l'heure cette fois. Et moi aussi. » Un dernier baiser, léger comme une promesse, et Alice entre dans son immeuble. Elle monte les escaliers jusqu'à son appartement, son cœur léger, un sourire persistant sur ses lèvres. Dans son appartement, elle envoie un dernier message à Sophie. « Tu avais raison. Il est parfait. Je te raconterai tout demain. » Puis, elle s'approche de la fenêtre et voit Marceau qui s'éloigne lentement dans la rue, s'arrêtant une fois pour regarder vers son immeuble. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, Alice s'endort sans doute, juste avec la certitude heureuse que demain sera un beau jour. Chapitre 8. Peut-être qu'il viendra. 3 semaines plus tard, Alice est assise à la terrasse du Café des Artistes, le même où Sophie lui avait proposé ce fameux rendez-vous à l'aveugle. Cette fois, c'est une belle journée de décembre, froide mais ensoleillée. Elle porte un manteau rouge et une écharpe bleue. Sophie arrive, légèrement essoufflée. « Désolée pour le retard, » dit-elle en s'asseyant.
Le métro était bondé. Pas de problème, répond Alice avec un sourire. J'ai commandé ton café préféré. Merci. Alors, dit Sophie avec un regard curieux. Raconte-moi tout. Comment vont les choses avec Marceau? Ça fait 3 semaines maintenant, non? Alice ne peut s'empêcher de sourire largement. 3 semaines, 4 jours et… Elle regarde sa montre. Environ 5 heures. Oh mon Dieu, tu es vraiment amoureuse, s'exclame Sophie, ravie. Je le savais. Je le savais dès que j'ai pensé à vous présenter l'un à l'autre. Oui, oui, tu es un génie, concède Alice en riant, malgré la confusion sur l'heure qui aurait pu tout gâcher. Les détails, balaie Sophie d'un geste de la main. L'important, c'est que vous vous soyez trouvés. Elles rient ensemble, puis Sophie devient plus sérieuse. Honnêtement, Alice, je suis tellement heureuse pour toi. Tu as l'air rayonnante. Je me sens bien, admet Alice. Vraiment bien. C'est différent de tout ce que j'ai connu avant. C'est… Ah! Elle cherche ses mots. C'est simple, dit-elle finalement. Pas facile, mais simple. Comme si nous n'avions pas à prétendre ou à jouer des rôles. C'est comme ça que ça devrait être, confirme Sophie. Alice hoche la tête, pensive. Tu sais ce que j'ai réalisé? Ce soir-là, quand j'attendais au bar, je doutais tellement qu'il vienne. Et maintenant? Et maintenant? Demande Sophie. Maintenant, je ne doute plus. Je sais qu'il sera toujours là. C'est ça l'amour, dit Sophie avec un sourire doux. Passer du doute à la certitude. Elle continue à parler pendant 1 heure, Sophie racontant sa dernière aventure de travail, Alice partageant des anecdotes sur ses rendez-vous avec Marceau. Ils ont visité des musées, assisté à des lectures de poésie, cuisiné ensemble et passé des soirées entières à discuter de tout et de rien. Alors qu'elles finissent leur café, le téléphone d'Alice vibre. Un message de Marceau. « Je suis au coin de la rue. » Alice sourit et répond « Nous t'attendons. » Quelques minutes plus tard, Marceau apparaît à l'entrée du café. Il porte un manteau gris et une écharpe bordeaux. Il repère Alice immédiatement et son visage s'illumine d'un sourire. « Le voilà !» dit Sophie en suivant le regard d'Alice. Elle fait un signe de la main pour attirer son attention. Marceau s'approche de leur table, souriant chaleureusement. « Bonjour, mesdames !» dit-il avant de se pencher pour embrasser doucement Alice. Il fait la bise à Sophie avec la familiarité d'une vieille connaissance. « Désolée pour le retard. »« Tu es pile à l'heure, » répond Sophie. « On vient juste de terminer notre débriefing sur toi. »« Devrais-je être inquiet ?» demande-t-il en s'asseyant à côté d'Alice. « Pas du tout, » assure Alice en prenant sa main. « Que du positif. » Alice me racontait justement à quel point vous vous entendez bien, dit Sophie avec satisfaction. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre. Pour une fois, je dois admettre que tu avais raison, concède Marceau avec un sourire complice vers Sophie. Pour une fois, s'indigne-t-elle faussement. J'ai toujours raison. Ils rient tous les trois, la complicité évidente entre eux. Avant que j'oublie, dit Sophie en fouillant dans son sac. J'ai quelque chose pour vous. Elle sort une petite enveloppe et la tend à Alice. Pour que vous sachiez à quel point je suis sérieuse quand je joue les entremetteuses. Alice ouvre l'enveloppe et trouve 2 billets pour un concert de jazz à la salle Pleyel le week-end suivant. Sophie, c'est trop généreux. Considère ça comme un remerciement pour avoir prouvé que j'avais raison, répond Sophie avec un clin d'œil. Elle se lève et enfile son manteau. Je dois y aller. Mon patron m'attend pour une réunion. Elle se penche pour embrasser Alice sur la joue, puis fait de même avec Marceau. Amusez-vous bien les tourtereaux.
Après son départ, Alice et Marceau restent assis, profitant de ce moment paisible ensemble. « Elle est incroyable, » dit Alice avec affection. « Un peu envahissante parfois, mais toujours avec les meilleures intentions. »« C'est Sophie, » répond simplement Marceau. « Une force de la nature avec un cœur en or. » Marceau joue avec les doigts d'Alice, pensif. « Tu sais, je repensais à cette première soirée, à toutes ces petites choses qui auraient pu faire échouer notre rencontre, l'heure mal comprise, moi quittant le bar plus tôt, toi décidant de ne pas venir me parler. Mais rien de tout cela n'est arrivé, souligne Alice. Non, tout s'est parfaitement mal passé, pour finalement bien se passer. » Il se sourit, complice dans ce paradoxe. « Jusqu'à ce qu'on se revoie ce soir ?» propose Marceau. « Avec plaisir. Dîner chez moi ? J'apporterai le vin. » Ils se lèvent et quittent le café ensemble. Dans la rue ensoleillée, Marceau s'arrête un moment et regarde Alice. « Tu sais, dit-il, ce message que tu as envoyé à Sophie ce soir-là. »« Lequel ?» demande Alice en souriant. « Celui où tu lui as dit que tu ne doutais plus. J'ai trouvé ça vraiment touchant. » Alice rit doucement. Seul un professeur de littérature pourrait trouver un message aussi cryptique romantique. « Pas seulement romantique, » corrige Marceau. « Profond. Tu es passé du doute à la certitude, et moi aussi. » Il l'embrasse tendrement, là, au milieu du trottoir parisien, indifférent aux passants. « À ce soir, » dit-il en s'éloignant à reculons, ne la quittant pas des yeux. « À ce soir, » répond Alice le regardant partir. Elle reste un moment immobile, savourant ce bonheur simple et profond. Un bonheur qui n'a plus besoin d'exprimer le doute, mais qui parle maintenant d'avenir, d'espoir et de possibilités infinies. Note de l'auteur. Chers lecteurs, chères lectrices, j'espère que vous avez apprécié cette promenade parisienne en compagnie d'Alice et Marceau. Si vous souriez en tournant les pages, c'est que j'ai atteint mon objectif, rendre l'apprentissage du subjonctif aussi agréable qu'une romance inattendue. Le subjonctif français est souvent considéré comme l'Everest de la grammaire pour les apprenants. Pourtant, c'est aussi l'un des aspects les plus expressifs et nuancés de cette belle langue. Il nous permet d'exprimer l'incertitude, l'émotion, le doute, l'espoir, tout ce qui rend notre communication humaine et profonde. Comme Alice qui doutait que son rendez-vous vienne, nous doutons parfois de notre capacité à maîtriser cette structure. Mais comme elle a finalement découvert que Marceau était déjà là, vous réaliserez peut-être que votre compréhension du subjonctif était déjà présente, attendant simplement d'être reconnue. Avez-vous remarqué comment les expressions au subjonctif évoluent tout au long de l'histoire ? Au début, elles expriment principalement des doutes et des craintes. Je ne pense pas qu'ils viennent. Je doute que ça marche. Puis, progressivement, elles se transforment pour exprimer des espoirs et des souhaits. Je veux que cette soirée continue. Il faut qu'on se revoie. Cette évolution reflète le voyage émotionnel d'Alice, passant du doute à la certitude, de l'hésitation à l'engagement. Rappelez-vous que chaque expression au subjonctif que vous apprenez est comme une nouvelle couleur dans votre palette d'expressions. Plus vous en maîtrisez, plus votre français devient nuancé et authentique. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, lors d'une conversation à Paris, vous utiliserez naturellement le subjonctif et surprendrez votre interlocuteur par votre aisance linguistique, tout comme Alice a surpris Marceau par sa spontanéité au bar. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une prochaine histoire, je vous souhaite un merveilleux voyage dans la langue française. Avec toute ma gratitude, Geneviève de Fontaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de ce livre.
Si vous avez apprécié cette aventure romantique pour pratiquer le subjonctif en français, j'aimerais vous proposer d'écouter le début de mon prochain livre, Monsieur l'agent. Il s'agit d'une pâtissière qui est faussement accusée d'un crime lors d'une somptueuse soirée à Versailles. Elle doit répondre aux questions du détective en utilisant beaucoup le passé composé. Mais c'est assez distrayant car le détective est très séduisant. Trop séduisant. Ça vous semble intéressant? Voilà un extrait de Monsieur l'agent. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer sa sortie. Léa regarde sa montre. Il est 20h30. Les invités arrivent bientôt. Elle arrange les macarons sur un grand plateau d'argent. Rose, chocolat, pistache, citron, tout doit être parfait. C'est le plus grand événement de l'année, pense Léa. Je ne peux pas faire d'erreur. Elle travaille comme pâtissière pour cette soirée spéciale au château de Versailles. C'est son premier grand événement. Les invités sont très riches et très importants. Ils portent des bijoux, des robes de créateurs et des sacs de luxe. Léa ajuste son uniforme noir. Elle vérifie encore les desserts. Tout est en ordre. Les premières personnes entrent dans la grande salle. Léa sourit poliment. Elle sert des petits fours et des macarons. Une femme avec des cheveux blonds et un sac rouge brillant s'approche du buffet. « Excusez-moi, » dit la femme d'une voix forte. « Ces macarons, ils contiennent des amandes ?» ?»« Oui, madame, » répond Léa. « Je suis allergique. Comment osez-vous ne pas mettre d'étiquette ?» Léa rougit. « Je suis désolée, madame. Il y a des étiquettes juste ici. » La femme ne l'écoute pas. Elle prend un verre de champagne et s'éloigne avec un regard furieux. Léa respire profondément. « Reste calme, » pense-t-elle. « Ce n'est qu'une invitée difficile. » La soirée vient de commencer. Elle ne sait pas encore que cette femme va bientôt causer un grand problème. La soirée continue. Léa sert des desserts. Les invités semblent contents. Son chef lui fait un signe de tête. « Bon travail, Léa. » Les desserts sont un succès. Léa sourit. Peut-être que cette soirée va bien se passer, finalement. Soudain, un cri fort remplit la salle. « Mon sac! Mon sac de créateur! Il a disparu !» C'est la femme blonde. Elle se tient au milieu de la salle, les bras en l'air. Son visage est rouge de colère. « J'ai posé mon sac ici, sur cette chaise, pendant que je parlais avec le ministre. Et maintenant, il n'est plus là. » Tous les invités la regardent. La musique s'arrête. « Quelqu'un a volé mon sac Chanel. Il coûte 5000 €. » Un homme en costume s'approche de la femme. « Madame Beaumont, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous allons trouver votre sac. » Madame Beaumont pointe un doigt vers le buffet, vers Léa. « C'est elle ?» Cette serveuse, elle était énervée contre moi tout à l'heure. Elle a pris mon sac pour se venger. Léa reste immobile, choquée. Tous les yeux sont maintenant sur elle. « Moi ? Mais non, je n'ai pas quitté le buffet. » L'homme en costume regarde Léa avec suspicion. « Ne bougez pas, mademoiselle. Nous avons un invité qui peut nous aider avec cette situation. » Il se tourne et fait signe à un jeune homme élégant qui se tient près d'une fenêtre. « Raphaël, peux-tu venir ici un moment ?» Léa voit un homme grand avec des cheveux noirs et des yeux verts s'approcher. Il porte un smoking parfaitement taillé et une montre qui brille sous les lumières du château. « Il y a un problème, Antoine ?» demande l'homme. Madame Beaumont a perdu son sac. Elle pense que cette jeune femme l'a pris. L'homme aux yeux verts regarde Léa avec curiosité. « Je vois. Laisse-moi m'en occuper. » Léa attend, terrifiée. Sa belle soirée se transforme en cauchemar. L'homme élégant s'approche de Léa. Elle remarque sa cravate en soie et ses boutons de manchette en or. « Bonsoir, je suis Raphaël Moreau. » Sa voix est calme. Il ne semble pas fâché. « Je
Je n'ai pas volé ce sac, dit Léa immédiatement. Raphaël sourit légèrement. Je n'ai pas encore posé de questions, mademoiselle. Léa, Léa Martin. Léa, nous allons simplement parler de votre soirée. Pouvons-nous aller quelque part plus calme? Elle hoche la tête. Ils vont dans une petite pièce à côté de la cuisine. Vous travaillez pour la sécurité? Demande Léa nerveuse. Raphaël rit doucement. Non, je suis détective à la police de Paris. Mais ce soir, je suis juste un invité. Antoine et c'est mon cousin. Léa est surprise. Cet homme si élégant, si à l'aise dans ce château rempli de gens riches et célèbres, est aussi un policier. Vous êtes détective et… Et fils de la famille Moreau, oui. Il dit cela simplement, comme si ce n'était pas important. Mais Léa connaît ce nom. Les Moreau possèdent bien des hôtels de luxe dans toute l'Europe. Raphaël sort un petit carnet. Racontez-moi votre soirée, s'il vous plaît, depuis le début. Léa prend une grande respiration. Je suis arrivée au château à 17h. J'ai commencé à préparer les desserts avec mon équipe. Qu'avez-vous fait ensuite? Demande Raphaël. J'ai travaillé dans la cuisine jusqu'à 20h. Puis j'ai installé le buffet des desserts. Avez-vous quitté votre poste pendant la soirée? Léa réfléchit. Non, une fois. Je suis allée aux toilettes vers 21h, mais seulement pour 5 minutes. Raphaël écrit dans son carnet. Son visage ne montre aucune émotion. Est-ce que vous connaissez Madame Beaumont? Non, jamais avant ce soir. Elle s'est fâchée contre moi à cause des macarons aux amandes. Racontez-moi cet incident. Léa explique la situation avec les macarons. Raphaël continue à écrire. Étiez-vous en colère contre Madame Beaumont après cette conversation? Les yeux verts du détective la regardent intensément. Un peu irritée, oui. Mais pas assez pour voler son sac. Je ne suis pas folle. Raphaël sourit. Je n'ai pas dit que vous étiez folle. Il y a quelque chose dans sa voix qui calme Léa. Peut-être qu'il ne la soupçonne pas vraiment. Racontez-moi tout ce que vous avez vu ce soir, même les détails qui semblent sans importance.